Hello, moi c'est Amna de Parenthood, le podcast de romans dédié à la parentalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voire même participé, à l'un des événements sur le postpartum sans tabou organisé par Cléo et Magda de #Vie de parents. Eh bien cet été, durant tout le mois de juillet, on vous propose un hors-série spécial de 5 épisodes dédiés à cet événement, avec tous les professionnels de la périnatalité qui y ont participé. Vous aurez ainsi le privilège d'entendre leurs présentations et leurs conseils à chacun et chacune d'entre eux, ainsi que celui de Curtis, le parent témoin de cet événement. Ces épisodes sont extrêmement précieux pour les parents qui peuvent se sentir seuls, isolés, effrayés par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir, dans cette période très spéciale qu'est le postpartum. En espérant qu'ils vous apporteront des réponses, du réconfort, vous permettront de déculpabiliser, de vous sentir mieux dans votre peau et par rapport à vos décisions, je vous souhaite un beau et doux postpartum. Et maintenant, je vous laisse découvrir le fonctionnement fascinant du cerveau et des hormones durant la période de la grossesse et du postpartum grâce à Noémie Faure, psychologue en périnatalité. Bonjour Noémie. Bonjour. Avec toi, donc, on va parler, entre autres, mais beaucoup de la santé mentale. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais rapidement te présenter, te représenter? Alors, oui, merci Amna, je suis Noémie Faure, je suis psychologue en périnatalité. Je travaille dans 2 centres pluridisciplinaires, à Vevey et à Châtel-Saint-Denis. Je collabore aussi beaucoup avec l'association Dépression postpartale suisse, qui s'occupe finalement c'est une association de personnes qui ont été concernées par les questions de santé mentale dans la période périnatale, donc pendant la grossesse ou après la naissance, en postpartum. Voilà, je suis psychologue consultante dans cette association, aussi avec l'association Né trop tôt, pour tout ce qui touche au stress autour de la naissance, la prématurité, mais pas seulement. Il y a aussi une section deuil périnatal. Et puis, je fais aussi partie du comité de pilotage pour l'établissement de guidelines nationales pour la détection, prévention et gestion de la dépression périnatale. Et ça, c'est très important. Enfin, je le dis parce qu'il n'y a pas de ligne directrice sur les soins psychiques en pré-postpartum au niveau de la Suisse. Et c'est vraiment, ça manque. Donc, voilà, avec un groupe de collègues dans toute la Suisse. C'est un groupe de travail pour pouvoir travailler dans ce sens-là. C'est étonnant de savoir qu'il n'y en avait pas déjà, mais oui. En tout cas, c'est rassurant de savoir qu'il y a un groupe de personnes qualifiées qui travaillent sur ce sujet. Pour rassembler aussi effectivement toutes les... Voilà, comment on peut aussi, effectivement, je pense, systématiser un peu les soins psychiques et puis en prendre acte. Et je fais aussi partie d'un collectif qui a, entre autres, pour mission de former à la santé mentale périnatale tous les professionnels de la périnatalité, toutes professions confondues. Et je dirais que c'est pas seulement les professionnels de la périnatalité, c'est aussi en fait tous les thérapeutes et tout professionnels qui sont amenés à accompagner des futurs et des jeunes parents. Avec l'idée vraiment que de pouvoir se former, d'avoir en fait ces connaissances sur la santé mentale et sur ces mécanismes, sur la physiologie de ces mécanismes, comprendre en fait ce qui se passe. Je pense que ça permet d'être un ou une acteur, actrice de la santé mentale périnatale. Donc, Ok. Alors, on va parler beaucoup de santé mentale, comme on a dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer aussi tous les termes qu'on entend régulièrement et je pense notamment, ça va nous permettre de rentrer dans le sujet, mais faire la distinction entre la redescente, la chute hormonale, la redescente des hormones, baby blues, la dépression postpartum ou périnatale et un petit peu débroussailler le sujet. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle et on entend beaucoup de dépression postpartum. Mais t'as raison, c'est important de vraiment bien comprendre déjà les termes. Alors peut-être déjà, c'est vrai que je parle beaucoup de santé mentale parce que je trouve ça dénote aussi un peu le focus. C'est vrai que j'ai vraiment un focus santé dans le sens où mon but en tant que psychologue en périnatalité, c'est aussi de comment finalement on va pouvoir garder la santé. Et parce que je trouve qu'effectivement à l'heure actuelle, au niveau de la psychologie périnatale et tout ce qui touche au domaine psychologique, on est vraiment dans un modèle plutôt réactif.
c'est-à-dire qu'on intervient, que tout ce qui touche à la santé mentale, ben, on va intervenir quand il y a déjà des difficultés, quand il y a déjà des difficultés qui sont bien ancrées, alors que je pense qu'il y a vraiment qu'il faut vraiment qu'on change de paradigme et qu'on passe vraiment dans un modèle de promotion de la santé. Ça, c'est quelque chose que sur lequel je travaille beaucoup avec Nathanaël Perrion de Café Latte Academy, qui est sociologue et spécialiste en promotion de la santé. Donc voilà, c'est aussi très précieux, je trouve, d'avoir cette alliance entre psychologie périnatale et puis sociologie et promotion de la santé. Je crois qu'il y a vraiment des choses à faire là autour, particulièrement autour de la santé mentale. Et puis j'aime bien dire, alors vraiment en toute humilité, hein, mais que j'ai assisté à plusieurs cours de mes collègues, enfin j'en ai suivi moi-même, puis plusieurs cours de mes collègues sages-femmes pour les cours de préparation à l'accouchement et à la parentalité. Et puis il y a vraiment, elles mettent vraiment l'accent sur la physiologie des processus pour vraiment rester dans les processus spontanés. Et avec la santé mentale, enfin de ma posture de psychologue en périnatalité, j'aime bien voir cette analogie et me dire, en fait, j'adopte en fait la même posture de la sage-femme face à l'accouchement que, enfin, moi par rapport à la santé mentale, c'est vraiment d'éclairer en fait la physiologie des processus avec comme objectif la santé. Et je crois que c'est vraiment un objectif de promotion de la santé, de prévention. Oui, et puis parce que c'est vrai qu'on est très habitué à entendre parler de santé, et dans le terme santé, on englobe principalement la santé physique. Oui. Et c'est vrai que maintenant, on parle heureusement, enfin, plus de la santé mentale. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste peut-être encore parfois un peu tabou. Et puis, selon les cultures, selon les personnes, les personnalités, enfin, c'est pas forcément évident, effectivement. Alors, complètement. Et puis, effectivement, je pense que quand on parle du postpartum et de la santé mentale, je dirais que le postpartum, c'est déjà en soi une période assez taboue, mais la santé mentale pendant cette période-là, enfin en période périnatale, grossesse et postpartum, mais c'est un peu le tabou ultime. Oui. C'est un des grands tabous du postpartum. La santé mentale, c'est un des grands tabous du postpartum. Oui, c'est comme si ça pouvait pas être associé, en fait, c'est ça. Oui, parce que globalement, on est dans une vision assez binaire de la santé et de la santé mentale. En particulier, c'est que soit c'est le bliss et tout va bien, et c'est vraiment les représentations très de la maternité, où c'est l'accouchement et c'est les plus beaux jours de notre vie. Ou alors on passe vraiment en fait de ça à la dépression postpartum. Je trouve que c'est important de mettre aussi l'éclairage sur la zone grise entre deux, puis de sortir finalement d'une vision assez dichotomique de la santé, assez binaire. Je pense que de voir déjà ça entre santé et trouble ou difficulté, de se dire déjà qu'il y a un continuum en fait, et puis que ça circule en fait sur ce continuum, et que on n'est pas en pleine santé et tout d'un coup très malade. C'est qu'en fait on est vraiment dans une zone oui, je pense qu'en fait on voit un peu les deux extrêmes, et au fond il y a toute une zone grise dans laquelle beaucoup de parents naviguent. Et c'est pour ça aussi que je disais que la santé mentale, souvent pendant cette période-là, pendant la grossesse et le postpartum, c'est souvent vu pour les futurs et les jeunes parents, et pour la population en général, j'ai l'impression, dans les représentations qu'on a, c'est un peu une grande boîte noire, on sait pas trop ce qui se passe, et du coup c'est assez inquiétant, on sait pas trop ce qui peut ressortir, c'est comme si aussi on allait subir complètement. Et comme on disait la dernière fois, moi je m'efforce d'éclairer en fait, d'aller vraiment avec la lampe torche, et de pouvoir éclairer un peu de différents mettre en lumière différents aspects en fait de cette santé mentale. Et j'ai envie de dire, surtout comprendre comme l'accouchement, un peu la physiologie de ce qui se passe au niveau de la santé, quels sont les mécanismes physiologiques, ça veut dire quels sont les mécanismes en fait spontanés, qu'est-ce qui va se passer spontanément chez tous les parents, alors dans une intensité variable selon les individus,
pour pouvoir comprendre et pour pouvoir s'y préparer. Mais comprendre qu'il y a toute une partie qui est normale, nécessaire. Je mets normal avec des guillemets, hein, mais c'est pour ça que j'utilise volontiers le mot physiologie. Ça fait vraiment partie du processus. Ouais, exactement. Je me faisais la réflexion après l'événement là à Genève. Je me disais finalement de savoir que il y a par exemple les tranchées, ces contractions utérines ou les lochies, de savoir qu'on va beaucoup saigner. De le savoir, ça va pas l'empêcher, mais par contre, on peut justement préparer, se dire ok, c'est normal ce qui est en train de m'arriver, mais par contre, je vais prévoir des vêtements adaptés, des protections, peut-être des antidouleurs aussi. Donc voilà, on va avoir un peu une panoplie pour pouvoir vivre ça au mieux, et je crois vraiment qu'avec la santé mentale, c'est pareil. Oui, et puis après, c'est vrai que aussi, peut-être que je me trompe et tu me diras, mais peut-être qu'aussi bien préparer son postpartum et l'aspect aussi physique, ça permet aussi de travailler sur la santé mentale, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, en fait, le choc qu'il y a entre ce qu'on imaginait du postpartum, et que d'ailleurs on se pose pas trop de questions du postpartum, parce qu'on se dit on va accoucher, on se prépare à l'accouchement comme si c'était le moment un peu ultime, et qu'après tout va couler de source une fois qu'on aura notre bébé. Et en fait, tout l'après, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se débloquent et beaucoup de choses qui se passent, et qu'on peut commencer à se poser des questions sur soi, sur ses capacités, à se mettre en doute. Typiquement, je trouve que beaucoup de choses dont on a parlé durant cet événement, comme quelques exemples, la nuit de Java par exemple, je pense que si on n'est pas préparé à ça, ou la redescente d'hormones, et qu'on sait pas que ça va arriver comme ça, c'est choquant quand ça nous arrive. On peut être prise de court en se disant mais pourquoi moi je pensais pas que ça serait comme ça. Et j'imagine que c'est un peu aussi les jalons de d'écueils qu'on peut rencontrer après aussi. Oui. Je pense de savoir d'avoir une espèce de roadmap, un peu dans les grandes étapes, qu'est-ce qui se passe. Mais oui, peut-être tu parlais de savoir aussi ce qui se passe au niveau physique, mais effectivement aussi au niveau psychique. Et là, on retourne sur la question qui est super taboue, en fait, on sait pas trop. Et puis, je pense aussi que tous les professionnels de santé autour en périnatalité, tout le monde se préoccupe de l'état psychologique des parents, mais je pense vraiment que avoir un focus spécifique là-dessus, c'est essentiel. Alors effectivement, pour différencier aussi un petit peu baby blues, nuancer en fait cette vision binaire, c'est vrai que le baby blues c'est très associé au niveau hormonal, et ça arrive vraiment dans la première semaine après la naissance. Où c'est une grande labilité émotionnelle, donc on peut passer du rire aux larmes, mais sangloter, traverser en fait par beaucoup d'émotions, et ça c'est très lié avec cette fluctuation hormonale post-accouchement. Donc ça c'est 50 à 80% des jeunes accouchés qui en font l'expérience. Donc c'est pas du tout considéré comme un trouble. Ça fait partie en fait un petit peu de cette fluctuation qui arrive. Donc voilà, mais peut-être c'est un premier challenge de pouvoir se laisser traverser par ces émotions et de se dire que c'est ok, et que on peut les vivre en étant bien entouré, avec bienveillance, et ça doit pas durer plus d'une semaine, 10 jours. Ça arrive assez vite après l'accouchement, et puis ça repart aussi assez vite. Mais c'est vrai que ça peut faire vivre des choses très fortes. Alors autant le savoir, et puis autant se dire aussi, c'est un baby blues et je suis pas en train de faire une dépression. Ouais. Et être indulgente avec soi-même, et se dire ça va passer, ou ça peut passer. Oui. Puis l'indulgence avec soi-même, ça je crois que c'est vraiment aussi le mot d'ordre pour toute cette période-là. Mais du coup la dépression postpartum, ça c'est autre chose, c'est vraiment considéré comme une maladie, et là ce qui est différent, c'est que ça paraît alors ça peut être un prolongement d'un baby blues, mais pas forcément. Ça peut aussi apparaître plus tard, jusque dans la première année de vie du bébé. Donc là aussi, de se dire que ça peut être surprenant effectivement. Oui. J'imagine 8-9 mois après un accouchement, de se dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais il y a des étapes plus sensibles. Il y a la reprise du travail du partenaire. Il y a sa propre
reprise du travail, qui est un gros sujet aussi. Quand il y a une fin d'allaitement, ça peut être des moments plus délicats. L'association dépression postpartale soulignait aussi que par exemple, le retour de couche, ça peut être un moment aussi hormonalement aussi qui change. Il y a des choses qui peuvent être des déclencheurs. Et puis donc voilà, vraiment se dire que ça peut aller jusqu'à la première année. Puis peut-être pour revenir aux définitions, comme je disais, on entend dépression postpartum, mais je crois que c'est très important de dire, ok, le postpartum, on parle peut-être davantage en ce moment du postpartum, parce qu'effectivement c'est une période très invisibilisée. Donc postpartum, c'est tout ce qui touche à après la naissance, post-accouchement. Et puis il y a le prénatal, donc tout ce qui touche avant la naissance. Puis tout ça, ces deux prénatal et postpartum, ça forme la période périnatale. Et ça, on a un tableau assez imagé. Évidemment, là, on peut pas s'en rendre compte comme ça, mais qu'on montre dans la formation que je co-anime avec Nathanaël et Laurent Nguyen. Vraiment, en fait, les différentes définitions de la période périnatale, les variations sont énormes, en fait. Ça peut aller de 4 semaines à selon les études, ça peut aller jusqu'à... On peut considérer la préconception à partir du moment où on décide de concevoir un enfant jusqu'à bien plus tard, 3 ans. Anna Roy parle de 3 ans. Il y a des études qui montrent que le cerveau change encore 6 ans après. 6 ans après. 6 ans, ouais. On pourra en parler juste après. Je dirais volontiers 2-3 mots sur le cerveau périnatal. Donc, moi, je considère vraiment entre le moment de la décision de concevoir et jusque vers 2-3 ans, ça c'est, je dirais, ce que je considère comme la période périnatale un peu plus étendue. Et puis il y a un moment peut-être plus intense qui est de la conception au 1 an, où là on est en période périnatale plus intense. Mais c'est un peu les deux. Moi, je jongle un petit peu entre ces deux. D'accord. D'ailleurs, ma pratique, c'est psychologue en périnatalité. Je dis que c'est à partir de la décision, du désir d'enfant, en fait, et la décision de concevoir aux 2-3 ans de l'enfant. D'accord. Dans ta pratique, justement, est-ce que, par exemple, si tu parlais dès la conception du désir d'enfant, est-ce que tu vois que déjà à ce stade, il y a des parents qui prennent conscience, en fait, de ce début de dépression? Alors, en préconception, tout dépend, en fait, de ce qui se passe, plutôt. Ça dépend des expériences de vie de la personne, de comment se passe le parcours aussi de la conception. Est-ce que c'est une grossesse qui vient spontanément? Est-ce qu'il y a des pertes de grossesse précoces? Est-ce qu'il y a d'autres antécédents qui peuvent amener... Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent déjà se manifester à ce moment-là. Mais par rapport à la dépression, c'est vrai que la dépression périnatale, ce qu'on sait, c'est que la moitié des dépressions postpartum, elles commencent déjà en prénatal. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de sensibiliser déjà, en fait, pendant la grossesse, et de pouvoir peut-être dépister déjà en partie, parce que c'est quand même pas anodin, la moitié. Du coup, c'est des symptômes qui vont rester plus longtemps, puis qui vont vraiment aussi un peu altérer notre vie au quotidien. Voilà, il y a différents types de symptômes qu'on retrouve très fréquemment. Il y a des excellents sites aussi pour ça, mais vraiment de se sentir pas à la hauteur, pas compétent pas capable en fait de prendre soin de son enfant. Et là encore, c'est pas que, ça, je pense que tout parent peut le ressentir, mais un des symptômes, c'est quand vraiment ça dure et quand vraiment on se dévalorise beaucoup, et que ça amène un sentiment de culpabilité, quand il y a une culpabilité excessive, quand il y a un sentiment d'épuisement, épuisement, fatigue, et puis une humeur triste ou abattue, ou alors ça peut être aussi quand on est très agité intérieurement, quand on sent qu'on n'arrive pas à se poser, ça peut être aussi des signes. Et puis il y a les troubles du sommeil, c'est quand même quelque chose chez les parents, et ça je crois que je l'ai dit à l'événement, que quand un parent n'arrive pas à dormir alors que par exemple n'arrive pas à se rendormir après un réveil nocturne du bébé,
ça, il faut s'en occuper assez vite. C'est un signe aussi assez qui va nous inquiéter. Parce qu'en fait, quand on manque de sommeil, alors en prénatal c'est sûr, mais en post-natal aussi énormément, c'est un signe vraiment qu'il faudrait pas trop laisser s'installer. Puis ça, je pense que c'est vraiment peut-être pour les parents de se dire, ok, si j'ai de la peine à dormir, si j'ai de la peine à aller me coucher, ou alors je tombe de sommeil, mais après je me réveille, puis que j'arrive pas à me rendormir, puis que ça tourne dans ma tête, un peu des ruminations comme ça. Est-ce que c'est lié avec cette notion d'hypervigilance ou c'est encore autre chose? Oui. Alors l'hypervigilance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus au fait aussi altérer en fait la qualité du sommeil. C'est-à-dire qu'on va être tout le temps en alerte et du coup même quand on dort, on peut avoir l'impression de pas dormir en fait. Et ça, l'hypervigilance, alors c'est aussi ce que je veux dire, c'est qu'il y a la dépression périnatale qui touche 12 à 15% des mères. Ces chiffres, ce 12 à 15%, je pense qu'il faudrait le réévaluer dans le sens où pendant le Covid, ces chiffres ont vraiment explosé et puis je pense que les études vont aussi se pencher maintenant pour voir comment est-ce que ce chiffre revient à baseline en fait avant pré-Covid ou est-ce que en fait ça reste haut. Et ça pour l'instant on sait pas, on n'est pas encore fixé sur le post-Covid. On a des chiffres sur pendant le Covid, mais on n'a pas de chiffres en tout cas très systématiques post-Covid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi l'anxiété qui va toucher 10 à 20% des parents. Et l'anxiété et la dépression, donc c'est des troubles différents, mais bon, on va peut-être pas entrer dans trop de psychopathologie, mais c'est des troubles différents, mais qui ont une grande association. Donc pendant la période périnatale, on va retrouver beaucoup d'associations entre dépression et anxiété. Donc ça veut dire que on pourra avoir autant des signes anxieux que de dépression, et puis c'est ce qu'on appelle la comorbidité, et que ça va apparaître un peu en même temps. Et puis par rapport à l'hypervigilance, effectivement c'est un des signes de troubles anxieux en fait. Mais ça s'explique aussi par les processus, les mécanismes physiologiques de ce qui se passe pendant la grossesse et le postpartum. Alors, les phobies d'impulsion, c'est une partie, enfin, c'est catégorisé comme une partie des troubles anxieux. Donc, c'est pas présenté dans le tableau clinique de la dépression, mais c'est vrai que ça, comme on disait, l'anxiété et la dépression apparaissent souvent dans cette période-là ensemble. Donc, c'est vrai qu'on peut voir aussi des phobies d'impulsion dans le cadre des dépressions périnatales et postpartum. Les phobies d'impulsion, en fait, spécifiquement, c'est vraiment un type de TOC, un trouble obsessionnel compulsif, où on va avoir comme ça des obsessions. Et les phobies d'impulsion, c'est vraiment d'avoir des images intrusives, d'événements catastrophiques qui font du mal au bébé, accidentellement ou intentionnellement. Ce qui est très difficile à vivre, ces images intrusives aussi d'agression, donc c'est vraiment des flashs, les jeunes parents décrivent ça comme des flashs, des images, c'est pour ça que je dis images intrusives, c'est que c'est quelque chose qu'on décide pas et qui nous vient, et souvent les parents sont très choqués en fait de ces images-là, et souvent ça peut être la peur de noyer son bébé en lui donnant son bain, ou tomber dans les escaliers avec son enfant et de l'écraser par exemple. Puis du coup ça amène aussi des comportements en fait d'évitement, ça veut dire qu'on va par exemple éviter de faire certaines choses. Ça on peut voir aussi du coup l'impact dans la vie quotidienne, c'est que le risque c'est un peu de se retirer aussi des soins parce qu'on a trop peur en fait de passer à l'acte. Ça c'est une grande question pour les parents qui souffrent de phobie d'impulsion, alors que il y a pas de lien entre avoir une phobie d'impulsion et un passage à l'acte. Les phobies d'impulsion, ça a vraiment à voir plus avec, en fait, la sensation de pas se sentir à la hauteur et de se ressentir cette dépendance immense du bébé, de ce fœtus extra-utérin, comme dit Ingrid Baillot, de sentir qu'on a tellement, que sa survie dépend tellement de nous, de nos gestes, que ça peut devenir anxiogène. Après, on a fait un live là-dessus avec une sage-femme, Elisa, sage-femme,
qui est maintenant dans la région, dans une région en Valais, spécifiquement sur les phobies d'impulsion, parce que c'est très tabou, et ces phobies d'impulsion, elles vont vraiment de crainte qu'un accident arrive, alors souvent avec des images violentes, hein, et jusqu'à agresser, et le tabou ultime, c'est vraiment d'avoir la peur de l'inceste, donc peur d'agresser aussi sexuellement son bébé. Et ça, c'est très très tabou, et pourtant c'est des choses qui arrivent, mais qui sont absolument pas en lien avec des passages là. Donc vraiment, et rien que le fait déjà d'en parler et de dire ok, c'est ça diminue déjà en fait la charge émotionnelle, parce que souvent on n'ose pas le dire en fait. Et ça passe au bout de combien de temps, en général, les phobies d'impulsion? Je pense que c'est très important de demander de l'aide à ce moment-là, et puis ça peut diminuer assez vite, en fait. Okay. Ça peut assez vite s'apaiser. Après, peut-être que du coup, on peut parler de qu'est-ce qui initie, en fait, ces phobies d'impulsion. De quel sentiment il y a derrière, et puis ça, je pense que c'est important. Ce sentiment de pas contrôler sa pensée, puis que ça arrive malgré nous, et qu'on en est choqué. Disons, ça peut passer assez. Ouais. Pourquoi c'est important de comprendre les mécanismes physiologiques de la santé mentale périnatale? C'est un peu long. Mais pourquoi c'est important de comprendre ce qui se passe réellement et puis spontanément dans la tête finalement des futurs et des jeunes parents? Parce que je pense vraiment que pour pouvoir justement lever ce tabou dont on parlait, pour éclairer cette boîte noire, il faut qu'on puisse comprendre que cette période périnatale, c'est une période finalement de vulnérabilité. Et ça, c'est important que les futurs et les parents en aient conscience, mais c'est aussi important que les professionnels, bien sûr, en aient conscience, mais je dirais plus largement, l'ensemble de la société en ait conscience. Et ça, c'est pas tellement présent dans les esprits. L'idée de la vulnérabilité, de cette vulnérabilité psychique, c'est difficile à accepter peut-être dans une société capitaliste contemporaine. C'est-à-dire, c'est des individus qui sont pas tout à fait productifs pendant une certaine période. Peut-être qu'à un niveau, économique, c'est... Mais je pense, que le point de vue économique, c'est vraiment du court terme. Si on chiffrait vraiment, et il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, et ils l'ont fait notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, que la prévention coûte moins cher que le traitement. Donc on va y arriver. Oui. Puis ça permettrait, j'imagine aussi quand même, de baisser la charge mentale des parents, parce que tu parlais de l'aspect productif, et je trouve qu'une chose qui est difficile quand on devient parent, c'est ce sentiment de devoir constamment prouver qu'en fait on va continuer à travailler comme avant, alors qu'on sait que finalement on se rend compte que non, mais parce qu'on a besoin de prouver que non, on n'a pas changé, non, on peut le faire, non, on est capable. Alors que concrètement, on est capable, on développe de nouvelles compétences et tout. Mais on a cette peur, en fait, qu'on nous juge plus capable de travailler. Oui, oui, complètement. Mais pas ça, je pense que il y a l'idée qu'on entend, qui est encore extrêmement répandue, que la grossesse, c'est pas une maladie. La grossesse n'est pas une maladie, donc là, on parle même pas du postpartum, il n'existe même pas. Mais... de dire ça, je trouve que, et je vois beaucoup effectivement de femmes enceintes qui disent non mais je vais travailler jusqu'au bout, alors encore une fois là tout dépend des conditions individuelles, mais ce que tu décris, ce sentiment de devoir prouver qu'on n'est pas, que notre vie est pas altérée, et puis qu'on va continuer à fournir finalement les prestations qu'on fournissait jusqu'alors, ça c'est très délétère. Alors que la grossesse, c'est pas une maladie, mais c'est pas une période c'est une période de vulnérabilité. Donc non, en soi, en fait, c'est juste que de dire ça entretient cette vision binaire. En fait, soit t'es en santé, tu peux aller à fond, soit tu es malade et tu peux rien faire. Et alors qu'en fait, la grossesse et le postpartum, c'est une zone grise, et il faut pouvoir naviguer là-dedans. Et pour pouvoir naviguer là-dedans, et pour pouvoir finalement vivre sa vulnérabilité, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, il faut pouvoir connaître les processus, les mécanismes. Et puis un des premières choses, ces mécanismes ces mécanismes physiologiques qui induisent en fait cette vulnérabilité psychologique,
ils ont vraiment une fonction, c'est-à-dire ils ont une fonction qui est fondamentale pour la survie et le bon développement du bébé. Donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose dont les futurs et les jeunes parents ils ne peuvent pas en faire l'économie. C'est inscrit comme ça, et même pour la survie de l'espèce, dans une perspective un peu plus évolutionnaire. Et donc on doit faire avec ça. C'est nécessaire, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans les conditions dans lesquelles on accueille les enfants qui viennent au monde, il y a très peu de conditions qui permettent de pouvoir se sentir vulnérable. Comme tu dis, on doit garder une espèce de serrer les dents et se dire que rien n'a changé, alors qu'en fait tout a changé. Et puis on revient pas à un état antérieur. Oui, oui, surtout. Alors moi je trouve que la question qui se pose, c'est à partir de cette vulnérabilité, comment finalement tu peux te transformer, et puis que cette vulnérabilité finalement elle devienne résilience, et en se sentir transformé et disons le moins possible accablé et malheureux en fait dans cette vulnérabilité. Et ça, je pense que ça dépend, bien sûr, une partie de l'individu, mais ça dépend beaucoup aussi, si on imagine l'individu au centre, des cercles plus larges, l'entourage personnel et professionnel, et puis le niveau de politique de santé, politique familiale, et les choix qui sont faits à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est vraiment que pendant cette période-là, la période périnatale, c'est que ce qu'on voit, j'utilise en fait, c'est une proposition, c'est paradigme de compréhension que finalement on a tous un système immunitaire psychologique. En tant qu'individu, on en a tous un, et puis qu'en fait, pendant cette période périnatale, ce système immunitaire, en fait, il va être altéré. Il va un peu fonctionner de manière moins efficace. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nos défenses immunitaires vont être plus poreuses, plus perméable, et je trouve que ça illustre vraiment cette vulnérabilité, c'est de se dire c'est pas qu'on est complètement, on n'a plus rien et qu'on dysfonctionne, c'est que nos systèmes immunitaires ils fonctionnent différemment, et donc on est plus sensible à ce qui se passe autour de nous, à notre entourage. Il y a vraiment plein de futurs et de jeunes parents qui disent c'est très dur maintenant d'entendre des choses difficiles, de voir le téléjournal, qui se sentent vraiment... complètement. Ça devient quelque chose tout d'un coup que t'es totalement supportable. Ou bien par exemple des films violents, mais j'ai plusieurs parents qui disent mais je peux plus. Et d'être très touché aussi par des événements habituellement. Et tout ça, ce que je trouve important, c'est de se dire mais c'est normal, c'est souhaité. Alors quand je dis normal, ça veut pas dire qu'il faut banaliser ce qui se passe, mais juste peut-être dépathologiser. Puis là, on est un peu sur un fil, mais enfin la nuance est assez peut-être assez fine, mais donc voilà par rapport à l'extérieur, mais aussi on est aussi plus sensible à notre propre vécu. C'est pour ça aussi que c'est une période délicate et de vulnérabilité. C'est parce que des souvenirs en fait d'enfance, de comment étaient nos propres parents, comment ce que nous on a vécu comme enfants, ou bien nos histoires en fait passées, elles remontent en fait beaucoup plus pendant cette période-là, pendant la grossesse, pendant le postpartum. Donc c'est clair que là aussi, si on a eu des traumas, quels qu'ils soient, finalement dans notre passé, disons, c'est une période qui peut les faire remonter plus facilement. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être beaucoup plus difficile à vivre. Et quelque part, cette ouverture, qui est, encore une fois, qui est nécessaire, elle est aussi, elle nous oblige en fait à faire face à tout ce qu'on a vécu. Et ça peut être vraiment compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné et pouvoir bien s'entourer, de pouvoir être entouré de personnes fondamentalement bienveillantes, pouvoir activer ses ressources personnelles, des professionnels aussi, vraiment avoir confiance dans ces professionnels. Oui, ça c'est aussi un grand sujet. Ouais. C'est vrai que très souvent on choisit un peu au hasard en fonction de où on est, en fonction de ce qu'on a pu entendre, et après je pense qu'avec l'âge, avec le temps, l'expérience, on apprend à sélectionner un petit peu plus, peut-être à changer aussi de professionnel si on sent d'oser changer, c'est ça. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette idée en tête, alors que ça fait vraiment la différence. Oui, et puis ça peut être aussi délicat. Et puis justement, comme on est dans cette période de vulnérabilité,
on va plus aussi se mettre en question et de peut-être moins oser aussi dire non mais là ça me va pas, je change, cette personne ne me convient pas, enfin voilà. Oui. Alors que justement en fait c'est aussi des choses importantes à faire. Mais voilà, donc je pense vraiment que c'est ce système immunitaire qui fonctionne un peu différemment, où on est beaucoup plus poreux, sensible, on va beaucoup plus absorber ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe autour de nous. Et ça nous, tu veux, ça nous place vraiment dans un état de vulnérabilité. C'est pas de la fragilité, c'est pas mais on est plus ouvert. Donc, maintenant, je trouve que la question, c'est comment on peut déjà prendre acte de cette vulnérabilité, puis qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est encore une fois, je pense que là, il y a plein d'initiatives locales, individuelles, c'est très bien, mais je pense que ça demande aussi une réflexion plus sociétale de comment on peut, qu'est-ce qui est important pour les parents pour pouvoir accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Et cette vulnérabilité, je trouve important, c'est que c'est quelque chose qu'on observe cliniquement, en psychologie périnatale, en psychiatrie périnatale, mais c'est vraiment ce qui est en train d'être aussi montré dans tout ce qui touche les neurosciences périnatales et ce champ de recherche qu'est le parental brain, le cerveau parental, qui s'intéresse vraiment à comprendre les changements pendant la grossesse et pendant le postpartum, et même postpartum long. C'est fascinant d'avoir enfin une sorte de preuve scientifique pour appuyer ça. Pour moi, c'est vraiment le pendant en fait neurobiologique de ce qu'on observe et de ce que j'appelle le système immunitaire psychologique altéré, et ça, moi je trouve ça absolument fascinant. Et alors il y a des études sur les animaux depuis notamment sur les rats depuis je pense une quinzaine d'années, mais sur les humains c'est ça qui est aussi très très récent, c'est que ça fait 5-7 ans, peut-être un peu plus. Je peux te demander pourquoi les rats, c'était pour observer aussi les animaux en règle générale? Alors les rats, c'est parce que en fait c'est ce qu'on arrive le mieux à partir d'expériences sur les rats à modéliser le fonctionnement humain. La chose, c'est qu'on arrive gestation, le développement du rat est extrêmement court, contrairement à nous. On arrive en fait à voir en peu de temps, de voir une évolution. Et effectivement, les modèles animaux et notamment les modèles des rats, ça nous permet de s'approcher, disons, le plus près de ce qui se passe chez l'humain. Mais voilà, évidemment, ça reste des rats, mais ça permet de modéliser un certain nombre de choses et en tout cas d'avoir des pistes pour ensuite aller s'intéresser à l'humain. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup d'études sur les modèles animaux de parentalité. Mais chez les humains, c'est ça qui est fascinant et que là, on commence à avoir vraiment des évidences sur les êtres humains. Et donc ça s'appelle le parental brain, c'est ça? D'accord. Et il y a quelques articles vraiment principaux, des articles scientifiques vraiment principaux qui ont été effectivement publiés 2016, 2018 et 2021. Et il y a une des neuroscientifiques canadiennes et qui travaille maintenant en France, qui s'appelle Jodie Poluski, qui a publié un livre qui s'appelle Mommy Brain en septembre passé. Donc elle rassemble un petit peu ses études et c'est très bien, c'est touffu, hein. Elle explique beaucoup de choses, mais c'est vraiment excellent. Parce que moi, la seule fois que j'ai entendu le terme Mommy Brain, c'était pour parler un peu de ces pertes de mémoire qu'on avait pendant le postpartum et même après, en fait, qui durent des années après la naissance d'un enfant. Alors, justement, dans son livre, elle parle exactement, elle commence vraiment par ce chapitre-là, en fait, en disant, qu'est-ce qu'il en est, en fait, de ces pertes de mémoire alors, effectivement, ce qu'on voit dans ce parental brain, parce que il y a les questions de la mère, mais il y a aussi, et j'y viens, les questions des pères, des partenaires, mais je dirais aussi de tous les alloparents, donc tous ceux qui ne portent pas l'enfant, mais qui s'en occupent. En fait, dans ce parental brain, ce qui se passe et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des changements cérébraux, des circuits spécifiques qui changent pendant la grossesse et pendant le postpartum.
Alors, je rentre peut-être pas dans chaque détail, hein, mais donc c'est des études qui ont été faites avec l'imagerie cérébrale, où soit c'était juste de voir la structure telle quelle, de voir comment les structures changent, ou alors ça peut être des tâches où on demande aux futurs et aux jeunes parents d'accomplir une tâche, et puis du coup on observe au niveau de leur cerveau ce qui se passe pendant cette tâche-là. Voilà, au niveau structurel, puis au niveau plus de réactivité face à une tâche. Et ce qu'on observe, c'est que y a des modifications cérébrales, notamment au niveau de tout ce qui est de la capacité de se mettre à la place d'autrui, et de l'empathie. D'abord, on a plus d'empathie pendant la grossesse et en postpartum. Pour les deux parents, donc. Exactement. Alors là, justement, il faudrait peut-être nuancer un tout petit peu. Chez les mères, c'est très clair que ça commence pendant la grossesse, mais parce qu'en fait, la personne qui porte l'enfant, elle est aussi soumise à un afflux d'hormones, en fait, dû à la grossesse. Et cet afflux d'hormones, il vient aussi moduler le cerveau. Et cet afflux d'hormones, c'est un peu le même que ce qui se passe à l'adolescence. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant de faire le parallèle. Ouais. Qu'en fait, c'est un afflux d'hormones sexuelles qui arrive pendant la grossesse. C'est assez similaire à ce qui se passe pendant l'adolescence. Et je trouve que du coup, le mot matrescence prend tout son sens aussi. Hein. Mais je dirais qu'avec le parental brain, ce qui est hyper important à retenir, c'est que ça va... ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une... je suis désolée, je trouve pas mes mots. Il y a une... En fait, on observe des changements hormonaux cérébraux qui vont influencer en fait les comportements de parentage, de comment on va s'occuper de l'enfant. Par exemple, on parlait de l'empathie. L'empathie est la théorie de l'esprit, donc la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. En fait, c'est une capacité dont on a vraiment besoin pour s'occuper du bébé. Oui. De se mettre à sa place, de ressentir ses émotions, de pouvoir... C'est essentiel en fait. Et donc on voit qu'il y a des changements du cerveau qui viennent favoriser ces comportements-là, mais ce qu'on se rend compte, et c'est qu'en fait, en s'occupant du bébé, on modifie aussi notre cerveau. C'est pas seulement, il y a des hormones pendant la grossesse chez la femme enceinte, ça change son cerveau et elle est plus capable en fait de s'occuper du bébé. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est une boucle de rétroaction. Donc, ça veut dire que plus on s'occupe du bébé, plus notre cerveau change. Et c'est ça que je trouve aussi passionnant dans ces recherches, c'est qu'on s'intéresse aussi au cerveau et aux hormones chez les hommes qui deviennent pères. C'est que, en fait, leurs hormones changent déjà pendant la grossesse. Et là, c'est toujours hyper intéressant quand je donne les cours, j'interviens dans les cours de préparation à la naissance et à la parentalité de mes collègues sages-femmes. J'interviens avec un papa, on co-anime et on parle des hormones et qui peuvent influencer par exemple une prise de poids et d'autres symptômes en fait. Mais c'est très fréquent qu'en fait les pères disent « Ah mais oui, moi en fait j'ai pris du poids. » Et ça. Donc on voit qu'il y a des hormones en fait que chez l'homme dont la compagne est enceinte, on voit déjà des hormones qui se modifient et du coup qui favorisent déjà aussi ces changements cérébraux et donc ces comportements pour avoir un parentage de qualité. Parentage, c'est clair ou... Je n'avais pas entendu, mais... Caregiving, t'as entendu? Ah, le terme caregiving. Ouais, oui. Mais de vraiment cette capacité à prendre soin. Ouais. Et effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on s'occupe du bébé, et plus par exemple, l'homme qui devient père s'occupe de l'enfant, plus les changements hormonaux et cérébraux sont marqués. Donc en fait, quelque part, c'est qu'il y a véritablement une boucle qui se met en place. Une boucle de rétroaction où le cerveau influence les comportements qui influencent le cerveau et ainsi de suite. Donc finalement, il y a encore deux autres... Enfin, je
Je pense qu'il y a plus d'études qui vont arriver, mais il y a quelques études sur des parents qui adoptent, où on voit aussi ces changements hormonaux et cérébraux, des changements similaires qui montrent bien qu'en fait, c'est pas la question de porter l'enfant dans son utérus ou pas. Et il y a aussi une étude là que j'ai en tête sur des couples de pères, des couples homoparentaux. Et dans cette étude-là, ce qui montre, c'est que finalement, des deux hommes, celui qui s'occupe le plus du bébé, parce qu'on pourrait se dire, ok, ils partent vraiment à égalité en termes biologiques, au fond, celui qui va s'occuper le plus du bébé, c'est chez lui où on va voir le plus de changements, et des changements qui ressemblent passablement à ce qui se passe chez une maman qui vient d'accoucher. C'est impressionnant. Donc voilà, après il y a toutes les questions d'accouchement, évidemment que c'est pas du tout comparable, mais je trouve que ça nous éclaire beaucoup sur finalement, et moi ça me questionne beaucoup sur cette idée d'instinct maternel, cette idée que la maman, parce qu'elle a porté l'enfant, saurait mieux, elle saurait mieux s'en occuper. Et ça, je crois vraiment qu'on est aussi pris là-dedans, dans une vision très dyadique de la mère et de l'enfant, et finalement, beaucoup de choses aussi reposent. En fait, quand on est là dans cette vision-là, beaucoup de choses reposent sur la mère, en fait. Et je pense que c'est hyper lourd à porter. Et je pense qu'en termes de charge mentale émotionnelle, de se dire, mais il faut que j'aille bien, parce que sinon mon bébé... Et on oublie vraiment qu'en fait, il y a tout un monde autour de cette dyade. Et surtout, il y a... Alors, souvent, c'est pas toujours le cas, mais un coparent. Et ce coparent, il est tout aussi capable et outillé pour s'occuper du bébé. Donc, il n'y a pas une prédisposition biologique de la mère. Mais c'est beau à entendre, justement. Et je trouve fascinant que les études, elles prouvent enfin ce que certaines personnes... disent depuis des années, en fait. Oui. Mais après, voilà, ce que tu disais, c'est cette notion qu'on a dans la société aussi, que tout est lié à la mère et l'enfant. C'est cette boucle, d'ailleurs. Enfin, on accouche à la maternité aussi, souvent. Et donc, ça renvoie encore une fois à cette notion de la mère et l'enfant. C'est même pas le côté famille, c'est vraiment le côté mère-enfant. C'est la maternité, c'est vraiment très centré sur la dyade. Je suis convaincue qu'il faut sortir de cette... et il faut vraiment intégrer la triade et vraiment se repenser comment on s'occupe d'un enfant. Et que ça touche à tellement de points, mais je pense vraiment qu'une jeune maman qui se retrouve seule après 2 semaines de congé paternité, c'est pas possible en fait. C'est un peu mission impossible d'arriver à faire ça seule. Ça renvoie, c'est ça aussi, c'est que ça renvoie à l'image qu'on pourrait faire tout seul. Et je pense que c'est pas possible. Non, et c'est dysfonctionnel, mais à plein de niveaux. Déjà, au niveau physique pour la maman, parce que souvent on est en récupération. Pour peu qu'on ait une césarienne, c'est une récupération encore vraiment particulière. On doit dire aux mamans qui ont des césariennes de vraiment faire attention, de pas porter, de pas faire ci, de pas forcer, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Il y a aussi l'aspect, comme tu l'as dit, psychologique aussi, vraiment de se retrouver avec la responsabilité du nourrisson du jour au lendemain comme ça, avoir peur du moindre acte qu'on peut faire. Oui. Et puis après, je pense que pour le partenaire ou la partenaire qui se retrouve à retourner travailler comme ça, c'est un peu comme tu sors de ta bulle pour retourner au monde extérieur. Et puis, je trouve que c'est hyper compliqué, mais à tous les niveaux, en fait. Et oui, ça renforce ce côté vraiment, débrouille-toi, tu dois savoir faire normalement. Ouais. Alors qu'il y a pas de... Il y a peu de transmission de l'entourage, Ou quand il y en a, ça reste des conseils qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre aussi. Et puis je trouve que parfois il y a un peu aussi les proches qui nous donnent des conseils, ça peut être les parents, les beaux-parents. Donc du coup ça fait référence quand même à une autre époque. Avec entre-temps on a des études qui ont montré autre chose. Donc c'est parfois un petit peu un dialogue un peu difficile. Mais oui, parce qu'au fond on n'a pas besoin de conseils. En fait on a besoin d'être entouré, d'être vraiment soi-même. Il y a plusieurs collectifs là-dessus, une association en Suisse romande aussi qui s'appelle Materner la mère. On a besoin dans cette période-là d'être vraiment aussi materné. Oui, c'est ça. Et alors, là encore, je pense qu'il faut aussi qu'on tienne compte de ce que traverse le coparent.
et les enjeux auxquels les hommes qui deviennent pères se confrontent, enfin qui sont typiquement chez les hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de normes sociales, de stéréotypes de genre aussi, qui ressortent pendant ce moment-là et auxquels les hommes se confrontent, mais de plein fouet. Hein. Et ça, c'est aussi très compliqué à déconstruire. Et ça, on en parle beaucoup aussi avec Nathanaël Perrion, de comment finalement ces représentations, en fait, ces normes sociales autour de qu'est-ce que c'est une bonne mère, qu'est-ce que c'est un bon père, elles enferment en fait les parents dans des rôles. Et moi, je le vois vraiment en clinique, dans le sens dans ma pratique clinique ici, des hommes qui serrent les dents, qui pensent qu'ils doivent pas montrer leurs émotions. Et des femmes qui ont l'impression d'être les seules à tout porter émotionnellement. Voilà, ce que je trouve avec ces études sur le cerveau parental, ça vient vraiment nous questionner sur ces représentations-là, sur ces normes, et puis ça vient vraiment dire qu'en fait, à partir du moment où on attend un bébé et on commence déjà à s'en préoccuper, de pas s'en occuper concrètement, mais déjà, quand on commence à s'en préoccuper dans la tête, dans notre cœur, il y a déjà des changements qui s'opèrent. Et je trouve que ça, quelque part, ça valide aussi ce que ressentent beaucoup de coparents et des hommes. Ces hommes, ils sont effectivement ils se heurtent à ces, comme on disait, à ces normes, ces représentations de la masculinité. Et j'aime bien l'idée aussi d'Ingrid Baillot, qui est une sage-femme qui a écrit le livre Le 4e trimestre. Elle a beaucoup... elle s'est beaucoup documentée au niveau de l'anthropologie. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance immense. Et je trouve très intéressant ce qu'elle dit, c'est que si les hommes aujourd'hui ont cette facilité en fait à changer au niveau hormonal, juste un exemple, hein, les hommes par exemple pendant la grossesse commencent à sécréter de la prolactine. Donc la prolactine, c'est vraiment l'hormone qui favorise la lactation, donc l'allaitement. Donc c'est quand même assez incroyable de dire que les hommes commencent à sécréter une hormone qui est dévolue à l'allaitement. Mais l'hypothèse d'Ingrid Baillot, c'est de dire finalement si les hommes ont autant de... Enfin, qu'en fait, ils ont des changements hormonaux, cérébraux, c'est qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, ces hommes-là paternaient. Et d'ailleurs, il y a des études, des nouvelles tout à fait récentes où on se rend compte que notre vision, par exemple, des chasseurs-cueilleurs, il faudrait bien la remettre en cause aussi, où apparemment un pourcentage élevé de femmes chassaient. Donc cette idée comme ça, où très clivée homme-femme, apparemment on a quand même un certain nombre d'indices pour dire que ça se passait pas tout à fait comme dans notre idée, comme ça, un petit peu archaïque quand même, qu'en fait c'était beaucoup plus... en tout cas au niveau de s'occuper des enfants, c'était très différent. Que c'était vraiment... on était vraiment dans un modèle d'alloparentalité dans lequel les hommes étaient aussi inclus. Dans les soins aux enfants. Donc ça, je trouve ça aussi très... Voilà, tout à fait passionnant. Comment on a fini là? C'est la question que je me pose à force. Ouais. On est arrivé là, quoi. Bon, après, l'hypothèse qui a aussi apportée par plusieurs anthropologues, c'est que avec la sédentarisation, la culture, les stratégies reproductives ont aussi changé. Les hypothèses montrent qu'avant, on avait un enfant tous les 3 à 6 ans, vu qu'on était nomade et que voilà, quand il y avait quand même des prédateurs, il fallait pouvoir porter l'enfant, donc on pouvait pas en porter 3 de moins de 4 ans, quoi. Et ça, avec la sédentarisation, il y aurait eu des changements aussi, il y aurait eu davantage de mortalité infantile, donc on se serait mis à faire plus d'enfants rapprochés. Donc tout ça a changé, et a changé il y a pas si longtemps. Si on prend la frise chronologique d'Homo sapiens, comme le dit Ingrid Baillot, en fait, si on regarde l'ensemble de l'histoire d'Homo sapiens, la façon dont on s'occupe des enfants à l'heure actuelle et de la façon dont on gère en fait tout ce qui est autour de la parentalité, c'est un peu, c'est pas du tout représentatif de toute notre histoire en fait. Donc je me demande ce qu'on se dira dans des milliers d'années, si c'était une erreur en fait dans notre civilisation. T'imagines?
Voilà, ouais, c'était juste pour répondre à ta question. Non, cette carte. Non, mais c'est fascinant. Pour peut-être comme idée aussi assez concrète, comment finalement on peut tenir compte de ce qu'on a discuté à propos du cerveau, que le fait les deux parents sont soumis à des changements et que c'est nécessaire pour la survie du bébé, parce que comme je le disais, je cite encore juste Ingrid Baillot qui le petit humain il naît très immature, hein, donc elle parle, elle propose même d'utiliser, enfin que c'est un fœtus extra-utérin. Et je trouve que cette idée, et c'est vrai que du coup tous ces changements cérébraux, ils sont nécessaires dans notre évolution pour assurer la survie du bébé. Et on parlait de la vigilance. Par exemple, la vigilance, c'est aussi les zones cérébrales qui sont dédiées à la vigilance, elles sont activées pendant la période périnatale. Donc, il faut vraiment avoir des moments pour pouvoir les désactiver et pour pouvoir se reposer, parce qu'effectivement le risque après c'est de partir dans l'hypervigilance malgré soi, hein. Mais c'est là où je pense que la vigilance elle est nécessaire, parce que pour pouvoir être attentif à son environnement, être attentif aux potentiels dangers. Par exemple, on sait aussi mieux reconnaître des émotions pendant la grossesse et le postpartum. Pendant la période périnatale, on sait aussi, et là c'est en tout cas flagrant dans les études chez les futures mamans et chez les jeunes mères, qu'elles reconnaissent mieux les expressions faciales. On va mieux détecter l'émotion et ça c'est très compréhensible en fait d'un point de vue évolutionnaire, parce que ça participe vraiment à la survie littéralement du bébé. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que du coup je trouve que ces éléments là, cette vigilance, cette empathie augmentée, se mettre plus à la place des autres, ça vient complètement mettre en lumière ce qu'on discutait à propos de cette porosité. Finalement on se sent beaucoup plus perméable. En fait, oui, en étant plus vigilant, on va être plus attentif à son environnement, on va détecter plus facilement des éléments comme menaçants, on va en alerte, on va aussi être plus capable de se mettre à la place des autres, et puis il n'y a pas une zone spécifique dans le cerveau pour l'empathie du bébé, et ça veut dire aussi que du coup on va aussi être plus sensible en fait aux émotions de son environnement, de son entourage. Donc tout ça vient vraiment, je trouve, corroborer l'idée qu'on a comme ça ces défenses immunitaires qui laissent passer plus de choses. Pour rebondir sur ce que tu dis, mais cette histoire de vigilance, en fait, on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Mais en vrai, quand on devient parent, là, il y a l'hypervigilance des premières semaines, des premiers mois, mais après, qui laisse la place toujours à cette vigilance. C'est-à-dire que je pense que même notre sommeil, même quand on apprend et que l'enfant dort enfin mieux, que nous, on apprend à mieux dormir, à être un peu moins stressé par les petits bruits, mais j'ai l'impression qu'on est quand même très vigilante dans notre sommeil. Je parle peut-être pour moi, mais j'ai l'impression que je me réveille au quart de tour si je sais que ma fille est malade et que je vais être là, avec tout ce qu'il faut pour réagir. Je sais pas comment l'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que tout à fait. Que son père comme moi, on est capable de se réveiller à tout moment de la nuit, parce que si elle est pas bien, par exemple, et j'ai l'impression que ça participe à cet instinct de survie dont tu parles. Oui. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents, à mon avis, où on est quand même un peu comme en veille, en fait. Oui. Et c'est pour ça que je pense que dans le postpartum, c'est très important d'avoir des moments où on peut vraiment se reposer. Et ça c'est vraiment, ça fait partie aussi de ce qu'on discutait à Genève, que c'est vraiment aussi prendre soin de sa santé mentale, de pouvoir se mettre sur off. Et se mettre sur off, ça veut dire pouvoir confier son bébé à quelqu'un en qui on a totalement confiance. Et si possible que cette personne puisse sortir avec le bébé et que en tout cas qu'on l'entende pas, parce que ça j'en discutais encore dans des séances de la semaine passée, et c'est très difficile de dire ok, là je dors 2 heures et puis on entend son bébé à côté qui pleure ou qui c'est impossible. C'est impossible. Et ça fait sentir, et là ça augmente un peu le sentiment, mais qu'est-ce que je suis comme parent, voilà. Donc voilà, pour que pour pouvoir vraiment désactiver ce mode vigilance, il faut
avoir des plages horaires où de pouvoir vraiment dormir en toute sécurité, parce que c'est... Et c'est pas forcément la nuit, quand on a le bébé en cododo, en fait, où on dort le mieux. Enfin, c'est même pas quand il est plus grand aussi, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est que ça reste. Mais je trouve qu'en postpartum, c'est vraiment de l'ordre de la survie de pouvoir aménager des moments de sommeil, et c'est pour ça, de sommeil vraiment réparateur, ou de repos de vraiment mental, où on n'est plus en alerte. Mais ça demande effectivement d'être vraiment très... de faire vraiment une bonne équipe avec son ou sa partenaire, et peut-être aussi justement d'identifier des personnes de confiance. Ouais, exactement. Parce que, et c'est là aussi, je trouve ça important de souligner, c'est qu'à partir du moment où on tient compte que les hommes qui deviennent pères vivent aussi une période de vulnérabilité. Alors moi, ce que je vois dans les cours, ce que j'ai l'impression, c'est de sentir qu'ils partagent aussi, qu'ils sont légitimes aussi à partager un bout de l'expérience de leur conjointe. Ça va vraiment améliorer la qualité de la relation de couple et de coparents plutôt. Donc ils vont se sentir, et on parle de cette image, de vraiment se sentir dans le même bateau. Donc je trouve que l'idée de se sentir dans le même bateau, ça passe aussi par pouvoir transmettre aux hommes que eux vivent aussi une période de vulnérabilité psychique, puis avec l'idée qu'ils peuvent vraiment s'épauler. Parce que le risque, si on reste centré sur la dyade mère-bébé, c'est que finalement le coparent, le père, ça devient une espèce d'aide périphérique qui est un peu relégué au même rang finalement que toutes les autres personnes, alors qu'au fond il se passe quand même aussi des choses vraiment particulières pour lui. Et donc si on se place aussi si on a en tête la triade, disons, comme c'est la plupart des cas, mais encore une fois, ça c'est la disposition qu'elle a plus fréquente, même si c'est pas une norme. Mais si on place effectivement la triade au centre, plutôt que de voir la dyade, ça permet aussi de se dire, mais en fait, la triade a besoin d'un entourage et a besoin d'autres personnes, parce que sinon, le père qui doit assumer en fait toutes les tâches autres que le maternage, je pense vraiment que c'est pas... en termes de lien d'attachement, c'est pas très concret. Ouais. Et puis, du coup, ça vraiment, encore une fois, ça entretient quelque chose des normes où tout ce qui touche à l'enfant est dévolu à madame, et puis monsieur s'occupe du reste, alors qu'au fond, on peut vraiment... Je pense que ce serait un changement de paradigme qui serait vraiment très bénéfique, en fait, en premier lieu pour la santé mentale des deux parents. Parce que il y a un élément qui est très important à dire, c'est qu'il y a quand même 10% des futurs et des jeunes papas qui font des dépressions périnatales. Et c'est quand même un chiffre qui est pas anodin. 10%, on parle de 12 à 15% chez les mères. Enfin, et encore une fois, là, on n'a pas de chiffre récent. C'est très proche, en fait. Ouais, c'est très proche. Et on n'a pas de chiffre récent aussi sur les hommes maintenant. Mais je trouve ça vient quand même poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et les hommes sont... encore une fois, dans ces stéréotypes, ces normes sociales, demander de l'aide. Alors déjà, en soi, demander de l'aide dans la culture, c'est un enjeu qui conçoit, mais pour un homme, ça peut vraiment être perçu comme une faiblesse, en fait. Donc il y a un véritable enjeu, c'est comment les hommes vont pouvoir prendre soin de leur santé mentale, en sachant qu'ils sont aussi touchés. Et je trouve que ce 10%, il est parlant, et il dit aussi beaucoup de la vulnérabilité. Et ça vient aussi montrer qu'en fait ils sont vulnérables, et s'il n'y a pas l'espace, ou disons parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon collègue avec qui je co-anime le cours en préparation au postpartum psychologique, dans les cours de préparation à la naissance et à la parentalité de mes collègues sages-femmes, à ce moment-là il dit souvent, mais en fait prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de sa famille. Donc quelque part, c'est aussi peut-être amener et te dire, mais en fait, s'occuper de sa santé mentale et comment je vais et comment moi je me sens, c'est une façon aussi parce qu'un papa qui va pas bien, ça va avoir des répercussions. Et ça, alors qu'on sait que justement l'implication paternelle, la présence du père, ça va
favoriser en fait la santé mentale de la maman. Donc ça c'est une des études qui est sortie assez récente. C'est encore tout un cercle, comme tout à l'heure. Enfin, Puis il y a vraiment à y gagner en fait. Oui. C'est vraiment juste ça. Enfin moi c'est ça qui me frappe, c'est que on a vraiment tout à y gagner. Oui, tout le monde. Oui. C'est ça. Et je pense vraiment que s'occuper de la santé mentale des pères, par ricochet, c'est aussi s'occuper de la santé mentale des mères. Et évidemment du développement du bébé. Évidemment. Moi, il y avait une question qui me vient à l'esprit, en fait, quand je t'entends parler, parce qu'on a parlé des symptômes, tu as présenté les symptômes, justement, qui doivent, en fait, alerter tant la maman que le partenaire ou le papa, voilà. Mais est-ce que, en tant que proche d'une jeune maman ou d'un jeune papa, on peut aussi détecter ces symptômes, et puis est-ce qu'on a un rôle à jouer aussi pour les accompagner ? Oui, et puis je pense qu'il faut préciser une chose, c'est que les symptômes de la dépression paternelle sont sensiblement différents de la dépression maternelle. Et je pense que juste savoir que chez les hommes, ça va se manifester différemment. Alors oui, un sentiment de tristesse, d'abattement, mais ça peut se traduire différemment, justement. Chez les hommes, on peut voir des hommes qui vont vraiment se renfermer sur eux-mêmes, qui vont éviter d'être à la maison, qui vont se réfugier finalement dans le travail ou dans le sport de manière excessive, qui vont vraiment réduire, en fait, être le moins possible là. Ça, c'est un signe qui doit alerter chez les hommes. Et puis aussi, s'il commence à y avoir beaucoup d'irritabilité, d'agressivité, ça, on peut voir aussi des hommes qui vont commencer à consommer des substances, des drogues, des alcoolisations plus importantes. Enfin, vraiment, si on voit un changement de comportement, ça, c'est aussi des signes qui doivent nous alerter. Ces signaux, on les retrouve vraiment bien sur le site de l'association dépression postpartale suisse. Ça, je pense que c'est une bonne ressource. Ou sur le site des HUG aussi, ils ont vraiment une excellente partie sur la dépression périnatale. Et peut-être juste vraiment avoir comme point de repère, c'est dire mais je me reconnais pas. Alors bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont changer, mais de se dire vraiment il y a quelque chose qui joue pas, et puis être assez à l'écoute de ça. Et par rapport à ta question sur les proches, je pense que ça c'est en tant que proche, on a vraiment aussi un rôle à jouer, de se préoccuper, d'aider finalement les jeunes parents à s'occuper de leur santé mentale, et puis à questionner. Mais ça, c'est vrai que ça demande aussi d'avoir une relation de confiance. Oui. Donc ça veut dire d'être là, d'être présent, et de s'occuper, aussi émotionnellement, en fait, d'être aussi présent émotionnellement pour eux. Ce qui est pas toujours le cas, ce qui est pas toujours possible. Mais c'est tellement précieux. Et puis s'il y a des proches qui écoutent, là, je pense que c'est tellement précieux d'avoir un entourage qui est prêt à être là, qui est pas... Alors, il y a un soutien vraiment logistique et qui est très important aussi, mais aussi vraiment avoir un soutien moral. Ça, c'est quand même un des facteurs qu'on retrouve dans les études, le soutien social. Donc en tant que proche, je pense vraiment qu'il y a que de voir, d'être attentif en fait à comment on se sent, et du coup ça veut dire oser poser des questions, oser demander mais comment tu te sens vraiment, ça va, comment tu te sens dans ton rôle de papa, ça te change, ou comment tu te sens en tant que maman, t'as l'impression que c'est comme t'imaginais, vraiment oser questionner les parents. Alors c'est compliqué parce que dès qu'on questionne, il faut être prêt à entendre la réponse. C'est ça. Et puis c'est un peu de l'ordre de l'intime parfois aussi. Donc comme tu disais, il faut vraiment avoir une relation avec la personne et être prêt à entendre. Être prêt à entendre, mais je crois vraiment que aussi dans ces périodes de vie, parce que c'est vraiment une période de vie, une période de transition, où finalement on peut tout d'un coup se retrouver proche de certaines personnes qu'on n'imaginait pas, mais qui vont s'avérer être des perles, des trésors sur lesquels qui vont être finalement vraiment un soutien très précieux. Et je pense que si d'oser demander, même si on n'est pas dans les faits peut-être si proche que ça peut être ça peut donner des espaces en fait aux parents.
Oui, avec des espaces de discussion. Bah, je pensais au deuil, en fait, à la parallèle que tu faisais, tu vois. Des fois, t'as des gens oui, c'est ça. qui se disent « Ah, mais je c'est sais ça. pas... Ouais, on ne sait pas comment demander à une personne si ça va, si elle va bien, parce que ça peut être une question qui est un peu... On se dit, bah non, bien sûr que ça va pas. Parce que je lui demande si ça va, mais on ne sait pas comment formuler une question face à une personne qui effectivement, soit est en dépression et on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, soit encore plutôt sur le deuil. Que ce soit d'un proche ou un parent en deuil aussi, effectivement. Et alors que ça peut être tellement précieux, en fait, d'oser demander. Mais de la même façon, finalement, que les parents disent, il faut oser, on dit souvent oser demander de l'aide, mais j'ai envie de dire aux proches, oser demander et oser venir et soutenir, en fait. Après, je pense que c'est important aussi d'avoir peut-être juste une ressource, et ça, je pense qu'en tant que proche, si les parents la connaissent pas déjà, il y a un questionnaire qui est très bien et qu'on peut facilement remplir. C'est l'échelle d'Édimbourg, qui est un questionnaire en 10 questions, auto-administré, donc c'est-à-dire que le parent répond lui-même aux questions. En tant que professionnel, on peut aussi le faire avec, mais qui couvre en fait un certain nombre de symptômes. Et elle est intéressante parce qu'elle couvre des symptômes aussi d'anxiété, contrairement à d'autres échelles sur la dépression. Et la dernière question, et ça peut être une question assez confrontante, c'est la question, est-ce que vous avez pensé à vous faire du mal? Et c'est la question du risque suicidaire, et avoir des idées suicidaires en fait. Et c'est quelque chose qui est, alors là, pour le coup, extrêmement tabou. Mais pourtant c'est quelque chose qui arrive en postpartum. On a peu de chiffres, la France commence à avoir des chiffres, là ils ont publié un rapport sur la période 2013-2015, et on s'est rendu compte que le suicide c'était la deuxième cause de mortalité maternelle en postpartum, disons dans la première année de vie. Donc voilà. Savoir que c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes mères, je trouve que c'est vraiment impactant. Et c'est la première après le 43e jour. Pendant les 43 premiers jours, la première cause de mortalité, c'est les complications cardiovasculaires. Cardiovasculaires? Ouais. Je pensais que t'allais me dire hémorragie ou autre, j'aurais pas pensé cardiovasculaire. Ouais, dans les 2 premiers mois, premiers 6 semaines, c'est ça. Le suicide, c'est la deuxième cause, et puis après, il y a vraiment une diminution des complications cardiovasculaires, et après, ça devient le suicide pendant la première année. Ok. Ouais, là, on est vraiment dans le tabou, dans le tabou, et ça fait très peur de parler des idées suicidaires, mais il faut savoir que ça peut arriver que idées suicidaires n'égalent pas suicide, mais dès qu'il y a des idées suicidaires, il faut vraiment contacter les urgences les plus proches. Et souvent, c'est pas forcément de l'agressivité à l'encontre de soi-même, c'est plutôt l'envie que ça s'arrête, en fait. C'est que tout ça s'arrête, et que quand on se sent vraiment sans autre ressource, les idées suicidaires peuvent arriver. Et c'est pour ça que là, c'est très important d'aller demander de l'aide très rapidement. Il y a des numéros sur les 2 sites des HUG et de l'association dépression postpartale. Il y a vraiment une page avec les numéros d'urgence, ou même se rendre directement. Il y a des indications. Il faut, pas hésiter. Même si ça peut faire peur de se dire, est-ce que je dois aller aux urgences psychiatriques? C'est fait pour ça, en fait. C'est de se dire, mais en fait, là, on a besoin d'aide maintenant, tout de suite. Et c'est pas nécessaire que ce soit non plus des urgences psychiatriques, c'est d'aller, aux urgences tout court. Est-ce qu'on peut aussi simplement dire vers qui on peut se tourner si on est inquiet pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Ouais, par quoi il faut passer, je dirais que c'est là où l'association dépression postpartale, elle joue un rôle important, où justement il y a une ligne téléphonique où on peut appeler soi-même ou en tant que proche, et puis dire moi je suis inquiète dans cette situation, je trouve que je me reconnais pas, je me sens pas bien, qu'est-ce que vous pensez? Alors il faut savoir que la personne qui répond c'est c'est une personne qui a été concernée, c'est pas un professionnel, c'est pas un professionnel de la santé mentale. Par contre, je dirais que s'il y a une urgence, si on est inquiet pour les 24 prochaines heures, là, pas hésiter vraiment à se rendre aux urgences. C'était vraiment un bon réflexe.
Après, si c'est moins urgent, effectivement, trouver un professionnel, un psychiatre ou un psychologue, pour aller effectivement faire un point. Donc vraiment les professionnels de notre entourage. Oui, la personne à qui on a confiance, si c'est sa sage-femme, si c'est l'infirmière de la petite enfance, si c'est avec le ou la pédiatre, si on voit sa gynéco. Du coup, Noémie, par rapport à ce que tu disais, en fait, des papas qui devraient se sentir libres de pouvoir exprimer leurs émotions, de pas faire face à cette notion de la masculinité et avoir toute cette pression aussi parce que c'est énorme pour eux. J'imagine une des causes aussi de dépression périnatale des pères. Mais en fait, ça viendrait depuis très jeune, depuis l'éducation qu'on donne à nos enfants, à nos fils aussi, de pouvoir exprimer leur vécu, leur ressenti, de pouvoir donner de l'importance aussi à des choses auxquelles aujourd'hui ils se sentent pas forcément légitimes d'en donner. Et ouais. Tout à fait, je te rejoins complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'éducation et particulièrement dans de l'éducation genrée et ces normes sociales au final auxquelles les jeunes parents se heurtent. Elles sont déjà présentes quand on grandit, quand on est enfant, et finalement c'est ces mêmes normes sociales qui ressortent. Et c'est vraiment c'est infiltré à différents niveaux c'est des représentations qui sont véhiculées de manière complètement beaucoup inconsciente et dont on n'a pas toujours compte qu'on reproduit en tant que parents ou dans la société, mais notamment ces représentations où un petit garçon, on va beaucoup plus tolérer qu'il investisse tout l'aspect moteur, qu'il soit beaucoup plus vif, qu'il bouge, qu'il soit plus... Disons, un même comportement d'un petit garçon ne va pas être interprété de la même façon que si c'était une petite fille. Et inversement. Et ça, c'est... Finalement, pour moi, il y a des choses qui se jouent effectivement au moment à partir du moment où il y a une socialisation qui se fait à travers ces stéréotypes de genre, ça va avoir, à mon sens, des causes directes, des conséquences directes sur comment on va vivre la période périnatale. Parce que d'une petite fille, on va attendre qu'elle soit attentive, à l'écoute des autres, et des petits garçons, on va beaucoup plus accepter qu'ils soient, qu'il exprime, au niveau moteur et peut-être plus agressif. Et ça, c'est en train de changer un petit peu, mais c'est très lent. Et pourtant, les petits garçons, on valorise très peu leur sensibilité, la reconnaissance des émotions. Et ça, c'est des choses qui doivent impérativement changer, parce que je pense que ça permettra une meilleure santé mentale périnatale si on s'occupe de la socialisation genrée dès le plus jeune âge, en fait, et de pouvoir inculquer aux hommes, aux petits garçons, que ressentir des émotions, c'est très précieux, et que c'est très précieux pour la santé mentale, c'est très précieux pour la société, mais de la même façon, et ça je pense aussi que chez les petites filles, on tolère mal les émotions négatives, que la colère, par exemple, chez les petites filles, c'est quelque chose qui est mal perçu, et pourtant la colère, alors ça c'est encore un sujet à part entière, mais reconnaître qu'on peut se sentir en colère dans la période périnatale, c'est très important aussi. Et souvent c'est une émotion à laquelle qu'on refoule beaucoup, exactement. Et ça, je pense que c'est très très compliqué à vivre. Donc je suis complètement d'accord, il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans l'enfance, dans la façon dont on est amené à montrer, exprimer, et comment nos propres émotions sont reçues. Et ça va se jouer aussi en postpartum, donc merci d'avoir
souligner ça, c'est là. Mais c'est fou parce qu'en fait, même quand tu évoques les symptômes de la dépression périnatale chez les femmes ou chez les hommes, on voit c'est les comportements complètement différents qui sont justement induits par cette éducation très genrée. Parce qu'il y a les comportements extrêmes ou l'agressivité que tu as décrit, l'irritabilité qui sont propres à ces comportements un peu plus vifs et violents, acceptés et tolérés chez les hommes, alors qu'une femme qui aurait ce type de comportement, je peux même pas imaginer le genre de commentaires qu'il y aurait derrière. Ouais. Finalement, dans le postpartum, on a aussi, et dans la période périnatale plus largement, je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est comment on gère nos émotions. Ouais. Et comment on fait face et comment on accepte les émotions. Je pense qu'il y a aussi une tendance actuelle qui, à mon sens, est très délétère. On a beaucoup de peine à supporter les émotions dites négatives, telles que la tristesse ou la colère. Et là encore, dans l'éducation, quand je vois les livres pour les jeunes enfants, ça va être de comment on peut diminuer la colère, comment on peut cultiver la joie et stopper la colère, en fait, par exemple, ou arrêter d'être triste, comment faire pour arrêter d'être triste. Et au fond, ça, je trouve que c'est un message qui est très dommageable, parce que la colère, la tristesse, la joie, la peur, c'est des émotions de base qui sont universelles et elles n'ont pas de valence en soi. Ça veut pas dire qu'une émotion est meilleure qu'une autre. C'est qu'elles apportent des informations, en fait. Et elles apportent des informations qui vont nous permettre d'adapter notre comportement. Donc à partir du moment où on hiérarchise des émotions, on les régule plus, en fait. On est en train de c'est pas une question de régulation. L'enjeu avec les tout petits, c'est de comment on va pouvoir les accompagner à ce que ces émotions ne soient pas destructrices. Comment elles peuvent être vécues, comment ils peuvent se sentir traversés sans que ce soit un raz-de-marée, et comment ça peut être vécu et exprimé d'une façon qui soit socialement acceptable et qui soit pas justement destructrice pour l'environnement. Mais ça veut pas dire d'essayer d'aller empêcher, de vite faire passer la colère, par exemple. C'est comment on peut en faire transformer finalement cette manifestation émotionnelle au départ du petit enfant qui va être dans tous ses états. On devrait apprendre à gérer nos émotions, mais depuis tout petit, parce que ça nous servira toute la vie, en fait. C'est vrai que même adulte, on voit qu'on a du mal à gérer ses émotions, et comme tu dis, c'est limite si on ressent pas de la culpabilité de ressentir de la colère ou de la tristesse, en fait. Oui, et ça, je pense que ça se joue aussi, autant que l'éducation genrée, autant un positivisme absolu dans les émotions. Je pense que c'est très délétère à l'heure actuelle. Parce que, et là je fais le lien avec vraiment la période périnatale, on est traversé par de l'ambivalence. On va ressentir des émotions fortes et en apparence aussi opposées, mais en fait l'important c'est de pouvoir naviguer en toutes ces émotions. C'est pas de se dire il faudrait ressentir qu'une sorte d'émotion. Donc ça rejoint un peu l'idée aussi du continuum entre la joie ultime et la tristesse terrible. C'est l'idée c'est de pouvoir naviguer. Mais voilà, ça demande de la... Oui. Et ça se joue déjà petit, ça j'en suis convaincue. Oui, oui, je pense que si on n'est pas habitué à refouler ses émotions, à les mettre de côté, à ressentir de la culpabilité, et à se dire qu'il ne faut pas les montrer, on apprend simplement à les identifier et on les traverse beaucoup plus vite. On les stocke pas en fait en soi pour que ça devienne quelque chose qui nécessite un gros travail de fond ensuite. J'imagine. Et puis je pense que du coup, on peut vivre aussi, parce que quand on vit une émotion, en tant qu'un petit enfant comme ça, on peut se sentir très vulnérable. Et finalement, on va avoir besoin de sécurité, de pouvoir sentir qu'on peut vivre des émotions de manière sécuritaire. Finalement, c'est exactement la même chose avec la vulnérabilité en postpartum. C'est que c'est une période où en fait c'est hautement insécure, où on perd ses repères, donc quelque part de pouvoir remettre de la sécurité, et peut-être c'est ça aussi qui serait intéressant à réfléchir, c'est comment on peut remettre de la sécurité, un sentiment de sécurité pour pouvoir vivre au mieux sa vulnérabilité, en fait. Et c'est pas de pas être vulnérable, c'est de pouvoir être prêt et accueillir ce qu'il y a à vivre. Oui. C'est un gros travail.
En vrai, ça serait pas un si gros travail si on le commençait aussitôt et si on mettait les bons outils en place dès le début. Ouais. Mais c'est vrai que si on commence le travail, ce chantier à 30-40 ans, c'est un petit peu plus compliqué, j'imagine. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a aussi des enjeux, justement, à d'autres niveaux, où bien sûr que le changement peut se faire bottom-up, mais il faut aussi qu'il y ait des changements, des réflexions plus larges, en fait, à un niveau... de ce qu'on inculque en fait déjà petit et les messages en fait qu'on fait passer avec des décisions politiques. Ça, j'en suis convaincue que c'est vecteur de normes sociales. Merci Noémie, merci pour cet échange, pour tous ces renseignements vraiment précieux. Merci à toi Amna, c'était passionnant. C'est toujours passionnant d'évoquer ces sujets. Ouais, c'est facile. Donc, merci beaucoup.